Les échos de Vacarme. Les échos de Vacarme. Les échos de Vacarme. Les portes du pénitencier. Raphaël Bouchet. Quand j'avais 18 ans, en fait, ils m'ont mis juste pour une vague affaire vraiment très légère en prison pendant une semaine, et je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont appris beaucoup de choses que j'ai heureusement pas utilisées, mais je pense que les gens faibles ressortant de prison, c'est clair qu'ils peuvent vite être déroutés, et j'ai appris plein de choses assez incroyables. Je fais partie d'un club Rotary. On a eu l'occasion de visiter les 3 prisons de Bossu, de la Cuillère, ainsi que l'ancienne prison de Vevey. Puis alors, on avait été surpris. À Bossu, on nous avait fait visiter un musée qui permettait de voir tout ce que les détenus avaient eu la possibilité de l'imagination de construire, soit pour s'évader, soit pour faire, à l'époque, faire des postes de radio, ou alors évidemment des couteaux, des choses à aiguiser, enfin tout ce qui était possible, mais on a été surpris par l'imagination de ces détenus, tout ce qu'ils avaient pu fabriquer quand même dans leurs cellules malgré leur détention. Je viens d'être cambriolée il y a moins d'une semaine et je suis sans dessus dessous parce qu'on m'a surtout pris des souvenirs et c'est tout ce qui me restait et j'ai du mal à entendre tout ce qu'on prend soin des prisonniers. Alors que moi, j'ai eu la police qui est venue constater, et puis c'est tout. Je trouve juste dégueulasse, et je trouve juste que tous ces gens, excusez-moi, sont des salopards. J'ai été visiteuse de prison à Chandelon pendant 5 ans, avant le Covid. Il y a toujours une immense souffrance, c'est ça qui était difficile parfois à vivre, une souffrance qui est liée à l'enfermement, bien entendu, qui est liée au fait que leurs dossiers, pour la plupart, ont des avocats d'office qui s'en occupent quand ils ont le temps. Et ça m'est arrivé d'intervenir, d'ailleurs, même si c'était pas mon rôle, et qui viennent de milieux, pour la plupart, extrêmement défavorisés, qui n'ont pas d'éducation. Alors après, ils passent à l'acte pour différentes raisons, mais ça, c'était pas mon propos. J'ai assez peu parlé de ça avec eux. Ce qui comptait surtout, c'était une présence avec quelqu'un qui les écoute et qui leur amène un peu d'oxygène dans ce milieu où tout est répressif, où certains travaillent, d'autres attendent le travail et n'en ont pas. On leur propose pas d'autres cours et pas beaucoup de suivi psychologique non plus. Donc dans ce pays qui est le nôtre, qui est quand même le pays de la Croix-Rouge et d'Henri Dunant, les conditions des détenus sont absolument inadmissibles. Les échos de Vacarme. Un peu moins de 7000 personnes sont incarcérées dans les 89 prisons de Suisse. L'immense majorité sont des hommes, 1/3 sont en détention préventive, 72% sont de nationalité étrangère. Les prisons de Suisse romande en particulier, sont régulièrement sous le feu des critiques en raison de la surpopulation, du mauvais accès aux soins, de mauvais traitements ou encore de manque de personnel. La semaine dernière, une trentaine de détenus de la prison de Bellechasse dans le canton de Fribourg ont d'ailleurs refusé de regagner leurs cellules et se sont barricadés pour dénoncer leurs conditions de détention concernant les visites ou l'augmentation des tarifs des appels téléphoniques. Alors à quoi sert la prison ? Protège-t-elle réellement la société ? Que faire face à la surpopulation ? Un autre modèle est-il possible ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Julie de Dardel. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeure assistante au département de géographie et environnement de l'Université de Genève, directrice du laboratoire Romande sur la décroissance carcérale. La décroissance, c'est un mot qu'on associe généralement à la critique du système économique capitaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, la décroissance carcérale ? Eh bien, appliqué au système pénal et carcéral, c'est un modèle qui prône aussi une certaine forme de sobriété, mais surtout d'efficacité face aux défis auquel la prison est censée répondre, mais qu'il le fait malheureusement de façon très insatisfaisante. Et un modèle donc de désescalade face à la surenchère répressive, qui propose aussi d'avoir des politiques qui sont davantage basées sur la science, sur les connaissances de ce qui marche en matière de sécurité, d'accompagnement des victimes, de récidive, etc.
Alors, vous avez publié une première étude l'an dernier sur les causes de la surpopulation carcérale. Genève et Vaud atteignent des taux records en la matière, et non pas en raison, écrivez-vous, d'une augmentation de la criminalité, mais d'une politique plus punitive qu'ailleurs. Vous allez nous expliquer ces conclusions et parler solutions tout au long de cette émission. À vos côtés, Hans Wolf, bonjour à vous aussi. Bonjour. Vous êtes médecin-chef du service de médecine pénitentiaire aux hôpitaux universitaires de Genève, président des médecins pénitentiaires suisses, ancien représentant de la Suisse au comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe. Vous qui avez visité tant de prisons dans le monde, vous qui avez aussi dénoncé les conditions de détention en Suisse, comment vous réagissez au message qu'on vient d'entendre ? Effectivement, ça me touche profondément. Donc, à la fois l'émotionnalité des victimes, et je pense que c'est tout à fait, il faut jamais perdre de vue ça. Mais à la fin aussi les personnes qui ont le privilège quelque part de témoigner, de travailler dans ces milieux et comme cette visiteuse de prison qui parle de conditions inhumaines et dégradantes et un scandale, voire une honte pour Genève, pour la Suisse, de ce pays de Henri Dunant. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses positifs qui se font, ça il faut jamais oublier. Par contre, c'est un système qui se questionne pas assez, qu'il n'y a pas assez d'études, il n'y a pas assez d'évaluation. Donc je suis très content d'être ici avec Julie et puis de mettre un peu de lumière dans ce milieu et je pense, voilà, ça me touche profondément. Justement, par rapport à ce qui s'est passé à Bellechasse la semaine dernière, est-ce que vous qui êtes à l'intérieur du système, vous pourriez nous en dire plus ? Comment est-ce que vous interprétez ces nouveaux événements ? Disons, je travaille pas directement à Bellechasse, mais il y a plusieurs éléments. D'ailleurs, aussi l'accès aux soins est critiqué et pose problème dans cette prison. Par rapport au téléphone, le coût du téléphone, il faut savoir qu'une bonne chose se fait ces dernières années dans les prisons, c'est-à-dire on installe des téléphones dans les cellules pour leur permettre d'avoir plus d'accès à l'extérieur. Par contre, c'est une firme privée qui installe ces téléphones et qui dicte le tarif. Et le tarif est largement supérieur à ce que nous payons à l'extérieur, pourtant beaucoup plus riche que les personnes en détention qui ont un salaire misérable, très 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 faible. Et qui travaillent pour gagner ce salaire. Qui travaillent, mais qui gagnent par jour une trentaine de francs. Donc par heure, quelques francs, 5 francs peut-être. Et puis avec ce salaire, quelque part, le tarif téléphonique est prohibitif. Et je observe ça depuis des années, partout en Europe, partout où cette firme qui installe ces téléphones, c'est toujours la même, impose ses tarifs et partout, ça pose des problèmes au niveau des détenus. Julie de Dardel, vous, qu'est-ce qui vous fait réagir dans les messages qu'on vient d'entendre ? Bon, je trouve aussi très émouvant et à la fois effectivement de la souffrance qui se vit à l'intérieur et aussi d'entendre de la part de cette victime, par exemple, de cambriolage, qu'elle a le sentiment qu'elle est moins accompagnée que des personnes le seraient en détention. En réalité, s'il est tout à fait juste que les victimes ne sont pas bien accompagnées dans le système pénal, il y a beaucoup de mythes sur le confort des prisons qui se vérifie pas du tout pour les connaisseurs de cette réalité. Et puis là, on parle de travail, on parle d'accès au téléphone, mais il faut pas oublier que ça concerne uniquement les personnes en exécution de peine, donc les personnes qui ont été condamnées. En Suisse, environ la moitié des détenus, c'est des détenus qui sont en détention provisoire, qui n'ont pas encore été condamnés et dont les conditions sont encore bien plus dures. Et c'est vrai que la réalité majoritaire des prisonniers est encore pire probablement que celle-ci. Et la réalité de la préventive, elle est extrêmement difficile à documenter aussi pour nous, journalistes. Nous, on a été autorisés à entrer avec un micro aux établissements de la Plaine de l'Or, mais pas à Bochu, uniquement dans les colonies ouvertes et fermées. Nous ne sommes donc évidemment pas allés en préventive non plus. Nous avons pu rencontrer des détenus qui purgeaient de longues peines, qui étaient proches de la sortie. Certains nous ont été proposés par l'administration pénitentiaire, d'autres non. Et la condition était de n'aborder ni la durée de la peine, ni le motif de l'incarcération. Hans Wolf, qu'est-ce que vous en pensez de ces conditions d'accès ? Bon, ça fait écho aux besoins de transparence. Je parlais tout à l'heure de besoin d'études, de besoin d'une attitude scientifique aussi pour identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas, comment on peut rénover, innover dans les prisons. Et ce besoin de transparence, c'est tout à fait nécessaire, à mon avis, d'ouvrir les portes aux journalistes. Et puis, par exemple, depuis ce meurtre d'Adeline qu'on a malheureusement dû vivre ici à Genève, les portes se sont vraiment fermées de manière extrêmement sévère aux journalistes, à ma connaissance, depuis une
tout cas une dizaine d'années, il y a quasiment plus de journalistes qui rentrent à l'intérieur des prisons. Et ça, c'est, je pense, inquiétant. Je trouve la population a un droit de savoir la vérité, aussi pour déconstruire ces mythes dont Madame de Dardel parlait tout à l'heure. Ces mythes que c'est un hôtel de 5 étoiles, c'est tout à fait faux. C'est des environnements violents, notamment en préventif, où les gens sont 23 heures sur 24 enfermés en cellule avec des personnes qu'ils connaissent pas, qui parfois ont des comportements violents envers eux. Il y a du racket, il y a de la violence, il y a de la souffrance. Et puis tout ça, c'est un cocktail qui est explosif. On parlera tout à l'heure d'un des éléments majeurs en prison qui est la santé mentale. Et tout ça, ça fait lien. Et je pense qu'il faut mettre la lumière là-dedans. C'est un appel aux autorités de vraiment faire plus pour mettre plus de lumière à l'intérieur. Nous allons entendre le premier extrait des reportages diffusés cette semaine dans Vacarme. Nous sommes donc aux EPO dans le canton de Vaud avec un détenu qui est seul en cellule. On ose entrer dans votre cellule. Vous me faites une petite visite de chez vous ? Ouais, bien sûr. Il y a 7-8 mètres carrés. Ouais. Après, là-bas, il y a des autres cellules qui sont un peu plus grandes, mais personnellement, moi, je préfère celle-là. Je trouve il y a plus de rangement, plus de place. Donc, moi, j'ai préféré... Enfin, de toute façon, j'ai pas eu le choix. Quand je suis arrivé dans cette petite cellule. Et finalement, ça me convient bien. Quand on entre, en fait, dans la cellule, sur la droite, il y a les toilettes. Sur la gauche, un petit lavabo. Ouais, c'est ça. Les toilettes ne sont pas fermées. Non, ici, non. C'est embêtant ? Bah non, parce qu'on est seul. Il y a des prisons où c'est comme ça, mais t'es deux. Là, c'est pas la même musique. Vous vous ennuyez ? Ouais, ici quand même beaucoup, ouais. Plus qu'à Bochu, par exemple, à Neuchâtel où je suis allé aussi. Neuchâtel, bien, très bonne prison. Vous faites du tourisme de prison ? Ouais. C'est ça. Fribourg, Neuchâtel, Bochu, ici. Valais aussi, j'ai fait préventive au Valais. C'était dur, mais c'était sympa aussi. On était un bon groupe là-bas. Mais c'était en préventive, c'est encore un autre régime. Préventive, t'es enfermé 23 heures sur 24. Dans la cellule ? Dans la cellule, ouais. Vous comprenez que ce soit nécessaire que vous soyez en prison ? Ça a vraiment été par phase pour moi. Là, j'arrive vraiment dans une phase où je commence à me questionner sur l'utilité que je suis encore en prison maintenant. Le jour où je parlais de ça avec quelqu'un, elle m'a dit « Est-ce que ça serait pas maintenant que la punition commence ?» Ça m'a fait réfléchir. C'était juste que vous soyez en prison, puis tout d'un coup vous avez le sentiment que c'est plus juste ? C'est pas une question d'injustice, c'est une question d'utilité. En fait, moi je suis peut-être un peu dans une phase où je commence un peu à régresser. En fait, j'étais à Bochu, j'ai fait un CFC, je travaillais à la boulangerie, j'ai fait beaucoup de choses jusqu'à là. Je suis arrivé ici avec des attentes, avec des objectifs. J'ai pris une lourde peine. Lourde peine, ça veut dire... Ouais, une peine à 2 chiffres. C'est ça. C'est pas le problème, c'est tout accepté, il n'y a aucun souci là-dessus, mais en fait, quand on avance soi-même dans cette peine de prison et qu'on passe toutes ces phases d'acceptation de tout ça, au bout d'un moment, là où j'en suis maintenant, dans le dernier tiers finalement, je me demande si je ne serais pas déjà capable aujourd'hui d'être réinséré, d'être actif. Parce que je sens qu'aujourd'hui, je me sens prêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais que au niveau judiciaire, j'ai des obligations encore qui me font que je dois rester ici. Et justement, c'est ce laps de temps-là où je me dis comment je vais devoir l'appréhender pour que ce soit pas, à quelque part, un retour en arrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans ce sens. Voilà. C'était votre premier séjour en prison ou vous aviez déjà l'expérience de la prison avant ? C'est la première et dernière fois, là. On a peur quand on arrive en prison la première fois ? Peur de quoi, par exemple ? Je sais pas, on voit beaucoup de films, on a des images de la prison sur les films américains où il y a beaucoup de violence, où c'est très dur. Ben, souvent on rigole de ça justement parce que je crois que les gens ils se rendent pas compte en fait comment c'est ici. Là on est en Suisse, hein. On n'est pas en Amérique du Sud, en Asie, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas non plus une colonie de vacances, mais c'est pas, tu peux vivre correctement quoi. Vous projetez du jour où les portes vont s'ouvrir ? En fait, je suis partagé parce que j'ai parlé avec plusieurs détenus qui sont sortis, avec qui j'ai gardé un peu le contact. Et en fait, ils m'ont tous dit pareil. Ils m'ont dit, mec, ça a trop changé. Ils m'ont tous dit, il m'a fallu 3-4 mois pour vraiment comprendre. Il y en a un, il m'a dit, il est retourné en Albanie. Il m'a dit, mais ma famille m'ont fait une fête de retour et tout. Il m'a dit, je te jure, après 1-2 heures et tout, je suis allé m'enfermer dans ma chambre parce qu'il y avait trop de monde.
Il m'a dit, je te jure, c'était étouffant. Parce que même pour les gens dehors, apparemment, quand je parle avec ma sœur ou d'autres personnes avec qui je suis proche, ils me disent, mais entre avant le Covid et maintenant, ça a beaucoup changé, les mentalités, ça va vite, blablabla. Donc, moi qui n'ai pas vécu tous ces changements en direct, je vais prendre une claque, c'est sûr. C'était un reportage signé Bastien Confineau. C'est un détenu qui a le sens de la formule. Ce n'est pas une colonie de vacances, mais on vit bien. Ce qu'on comprend surtout, c'est qu'en préventif, c'était bien plus dur. Julie de Dardel, comment vous réagissez à ce reportage ? Bon, de plusieurs manières. D'abord, il s'agit d'une personne qui a une très longue peine. Il faut rappeler que ces très longues peines, elles sont rares en Suisse. 80% des peines de prison sans sursis, c'est des peines de moins de 6 mois ou égales à 6 mois, c'est-à-dire des peines qui peuvent être infligées par des procureurs, même pas par des tribunaux, par des juges. Donc c'est quand même le gros des condamnés. Et des cas comme ça, de très longues peines à 2 chiffres, comme dit cette personne, elles sont rares et effectivement, elles concernent plus souvent des Suisses que les courtes peines, puisque les personnes de nationalité suisse sont davantage représentées dans les crimes plus graves et plus violents qu'ils ne le sont pour les courtes peines, qui sont souvent pour des délits de très peu de gravité. Alors attendez, on peut préciser, ça veut dire que quand on dit qu'il y a 72% de personnes étrangères dans les prisons, ce qui fait que peut-être on se dit « Ah, les étrangers sont dangereux », c'est faux. En partie faux, en tous les cas. Oui, c'est faux. Les crimes violents sont très, très peu représentés dans les prisons suisses et une très grande partie des détenus sont en détention pour des crimes qui n'ont même pas de victimes et même pas de plainte de la part de victimes en réalité. On pense en particulier aux infractions à la loi sur les étrangers qui, couplées avec des délits mineurs, par exemple des contraventions, enfin vraiment des bagatelles, peuvent amener à des très lourdes peines de prison. On pense évidemment aussi aux tout petits délits de trafic de stupéfiants, le trafic de rue. Ces 2 catégories, elles concernent une très grande partie des détenus. Et dans un cas comme dans l'autre, en fait, elles ne peuvent être commises pratiquement que par des étrangers, puisque dans un cas, on cible les infractions sur les stupéfiants qui sont en particulier commises par les étrangers, celle de la rue, plutôt que le trafic qui se fait par exemple à domicile, où il y a davantage de Suisses. Et évidemment, par définition, les infractions à la loi sur les étrangers ne peuvent être commises que par des personnes en infraction de séjour. Donc ça, c'est une première raison. Et puis ensuite, effectivement, si la prison ne concernait que des crimes violents ou graves, c'est-à-dire vraiment une petite partie des personnes qui sont en détention, eh bien là, il y aurait un pourcentage de Suisses bien plus important. Si vous prenez par exemple les infractions à caractère sexuel en Suisse, il y a à peu près un petit peu moins de 2/3 des condamnés qui sont des personnes de nationalité suisse. Donc il y a évidemment une disproportion, mais parmi les connaisseurs de la prison, on sait bien que c'est des catégories précaires et étrangères qui sont surreprésentées, en grande partie en raison de la manière dont est organisée la politique pénale. Et quand vous parliez des contraventions, donc c'est des gens qui n'ont pas les moyens de payer des amendes, c'est ça ? Et qui font des jours de prison pour ça ? Oui, alors ça, c'est un autre sujet. C'est ce qu'on appelle les peines privatives de liberté de substitution. On parle aussi de conversion d'amende. Donc, ces conversions de peines monétaires, qui sont aussi minoritairement des peines pécuniaires impayées, elles représentent aujourd'hui 55% des personnes qui rentrent en détention après une condamnation. Bon, comme c'est des courtes peines, ça représente une moindre partie, en fait, des effectifs de prison. Mais effectivement, en Suisse, peu de gens savent qu'une grande partie des entrées en prison, c'est simplement des gens qui sont trop pauvres pour payer leurs amendes, qui sont souvent des amendes, par exemple, de contravention de loi sur la circulation routière. Une très grande partie, c'est aussi des resquis dans les transports publics suisses. Donc, c'est souvent des personnes aussi jeunes et elles partagent la condition d'être toutes pauvres, puisque si vous êtes suffisamment riche, vous êtes saisi via le système des poursuites. Donc, ces différents types d'entrées, en fait, font que la prison, elle est quand même très largement habitée par des personnes qui sont précaires et qui n'ont pas forcément commis des crimes graves. Et peut-être que le professeur Wolf peut en dire plus, lui qui a l'habitude de côtoyer au quotidien ce terrain carcéral et ces personnes en tant que responsable de la médecine pénitentiaire. Il va nous en dire plus, le professeur Wolf. Allez-y. Oui, disons, par rapport aux mythes qu'il faut déconstruire, qui sont largement répandus, notamment dans le milieu politique, c'est que les prisons sont remplies d'étrangers. Donc, c'est les étrangers qui sont dangereux. Et c'est pas du tout vrai.
Si on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire on sait que par exemple les prisons sont remplies de personnes qui sont plutôt en bas de l'échelle socio-économique. Et si on compare les personnes donc en bas de l'échelle socio-économique selon la nationalité, et si on tient compte d'autres paramètres, il n'y a pas du tout une surreprésentation des personnes d'origine étrangère dans les prisons. C'est vraiment beaucoup plus un effet socio-économique que lié à la nationalité. Et deuxièmement, ce qui est vraiment important, c'est que, par exemple, en préventif, il y a 3 raisons pour mettre qu'un procureur va dire « vous allez en prison » au lieu et l'autre va peut-être attendre à la maison son procès. Et une des raisons, c'est évidemment la dangerosité. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, il va être écarté de la société, c'est normal. 2, c'est la collusion, c'est-à-dire souvent les personnes col blanc qui risquent de faire disparaître les preuves, donc on met en prison pour pouvoir faire l'enquête. Et le 3e, et c'est largement surreprésenté, c'est le risque de fuite. Donc une personne d'origine étrangère va être incarcérée directement, comparé à un Suisse qui a un logement en Suisse, une résidence en Suisse, qui va attendre son procès à la maison. Donc, il y a cette raison-là est une des raisons principales pourquoi les personnes, déjà une surreprésentation de personnes d'origine étrangère en Suisse. En Suisse, de manière globale, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être des très très fortes disparités cantonales ? Alors, peut-être ma collègue est meilleure experte que moi, mais en tout cas, on voit que à Genève, par exemple à la prison de Chandolan, 93% des personnes sont d'origine étrangère. Et puis, il y a une très grande disparité entre cantons de l'occupation, les personnes qui sont en préventif. Mais peut-être, Julie, vous pourrez peut-être mieux répondre à cette question. Oui, c'est tout à fait exact, cette question de la raison pour laquelle on va en préventive avec les 3 cas qui viennent d'être évoqués. Et effectivement, en tout cas à Genève, mais de façon aussi plus générale en Suisse, ce risque de fuite, il est équivalent à être étranger, en particulier être étranger sans résidence en Suisse. Je pense que le pays a aussi découvert un peu ce système autour du terrible drame de Crans-Montana et ce qui est en train de se produire. Une personne qui a les moyens et qui a résident, même sans nationalité suisse, a beaucoup moins de chances de rester en détention. Ça se passe évidemment pas du tout comme ça si vous êtes pauvre, sans papier. En fait, cette condition fait que, quelle que soit la gravité de votre délit, vous allez rester en détention provisoire. Effectivement, il y a des grandes disparités entre les cantons à tous les niveaux. Les cantons romans, en particulier Vaud et Genève, incarcèrent beaucoup plus et incarcèrent aussi davantage ces délits dont je vous ai parlé, qui concernent en particulier les étrangers, les petites infractions à la loi sur les stupéfiants et la loi sur les étrangers. Il y a 25% des peines de prison en raison de la loi sur les étrangers qui sont prononcées à Genève, qui n'a que 5,8% de la population suisse, par exemple. Donc ça explique aussi cette plus grande proportion. Également aussi, Genève record de l'usage de la détention préventive. Donc, différents facteurs qui font qu'il y a une plus grande proportion d'étrangers, en particulier d'étrangers sans résidence. Et il faut aussi rappeler que la Suisse, c'est un des pays d'Europe qui a le plus grand taux d'étrangers dans sa population en raison des restrictions à la naturalisation. Ça fait partie de la politique suisse. Donc évidemment, ça se répercute aussi en partie sur les taux de détention et les résidents n'ont pas du tout d'étrangers de plus grande représentation en prison que les personnes suisses. Mais néanmoins, pourquoi la Suisse romande est-elle si mauvaise élève ? Difficile à dire. Il y a certainement des raisons, mais ce que je peux observer, il y a un aspect culturel là-dedans. Et là, je regarde de l'autre côté de la frontière. Par exemple, la France a cette attitude ou culture d'incarcérer massivement avec actuellement une situation dramatique. C'est le pays qui augmente, à partir de la Turquie, mais en tout cas des pays de l'Europe de l'Ouest qui incarcèrent de plus, qui a des prisons de plus remplies. Il y a des prisons qui frisent les 300% de surpopulation. J'ai fait plusieurs visites avec le CPT dans ce pays. C'est une le Comité pour la prévention de la torture. Voilà, avec le Conseil de l'Europe. Et puis, donc, cette culture d'incarcérer, de ne pas être tolérant même aux petits crimes et puis de punir par la prison est probablement aussi quelque chose de culturel qui influence le canton de Genève et de Vaud. Moi, j'aimerais juste
quand on entend cette inégalité, cette utilisation quand même de la prison pour même de petites peines, on a entendu que c'est presque 80% moins de 6 mois. Est-ce que c'est la bonne utilisation des moyens publics? Parce qu'on sait que ça coûte cher. Une place en prison à construire coûte environ 300 000 francs. Aujourd'hui, vous imaginez, donc une prison pour 100 places va coûter 30 millions. Pour l'entretien, donc la personne en prison va coûter entre 300 et 500 francs par jour pour une détention normale. Et puis si c'est une détention dans un milieu type hôpital forensique, donc prison pour des personnes qui sont considérées comme dangereux et qui doivent rester dans un milieu fermé, on va facilement vers les 1500 francs par jour. Donc, c'est des sommes astronomiques qui sont pas disponibles à autre chose. Et je crois, cette analyse que Madame de Dardel a fait avec son groupe permet aussi de comparer, de mettre la lumière là-dedans et après de tirer des conclusions qui s'imposent. Mais en tout cas, il y a un problème de surpopulation à Genève et ça, c'est quelque chose de chronique depuis maintenant 25 ans et qui pose de vrais problèmes. Et l'une de ces conclusions, Julie de Dardel, c'est de dire que construire davantage de prisons n'est pas la solution. Il y a pourtant des projets de construction, d'agrandissement à peu près partout. Oui, alors c'est une conclusion de mon étude, effectivement, mais c'est pas du tout une conclusion révolutionnaire dans le domaine, parce que on sait bien avec tous les précédents, en fait, aussi à l'étranger, que l'escalade de la construction de nouvelles places ne met pas fin à la surpopulation carcérale. En fait, il y a quelque chose d'assez contre-intuitif qu'on connaît bien en criminologie, c'est qu'il y a une assez grande déconnexion entre le niveau de criminalité et le niveau d'incarcération. Ça, c'est pas tellement connu du grand public, mais en fait, la population carcérale, ou plutôt le taux de détention, il reflète pas ni la fluctuation, ni l'état en fait de la criminalité. Il dépend beaucoup plus de la politique pénale, qui elle-même dépend, comme le disait Hans Wolf, d'une certaine culture. Quand on parle de décroissance carcérale et d'utilisation rationnelle des ressources, des finances publiques pour atteindre des buts qui sont souhaitables pour toute la population et qui sont, à mon avis, essentiels, de vivre en sécurité et de prendre soin de sa population, de le faire aussi au nom des victimes, etc. On constate qu'en fait, la prison, c'est une solution qui est assez irrationnelle à bien des égards, parce qu'on pourrait effectivement obtenir de bien meilleurs résultats en faisant différemment. Et là, je pense qu'il y a aussi, effectivement, moi aussi, un appel aux autorités de ne pas se braquer autour de cette solution assez irrationnelle de construire davantage, mais d'explorer d'autres voies, en fait, pour apaiser le système, parce que la surpopulation en prison, elle a des effets aussi sur toute la chaîne pénale, y compris sur la sortie de prison, sur la récidive, sur la réinsertion. Il y a tout qui devient dysfonctionnel quand on est dans une politique de surincarcération. Donc il faut commencer par l'admettre, de faire au moins ce constat, et puis ensuite, effectivement, les solutions ne manquent pas. Nous allons en parler des solutions dans les minutes qui nous restent. Vous écoutez les Échos de Vacarme et nous parlons des prisons avec Hans Wolf, médecin-chef du service de médecine pénitentiaire au HUG, et Julie de Dardel, professeure assistante au département de géographie et environnement de l'Université de Genève. Dans un instant, nous entendrons un homme détenu qui nous parlera entre autres de son sentiment d'insécurité en prison. Mais d'abord, voici Passy, le maton me guette. Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité, poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée, feu d'artifice et l'armistice. Le pays est en fête, pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas, j'ai fait 6 pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Les flics s'éclatent, roulent à fond, bon, mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49 203, j'entre en cellule D128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin 49 204 me parle de date, me mate, enchaîne soleil business et rate. Le trouble est dans ma tête et le maton te guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent et le maton te guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête et le maton te guette. Première nuit, matelas pourri, lit superposé. Carreaux cassés, des rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale. Gaulle, mes dents me font mal. J'ai des
bouton dans le dos. Passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, 2 de grillage et 1 de barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans ce goulag, la cellule, le stalag. Les jours se répètent. Et le maton Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent. Et le maton Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête. Et le maton Il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlan dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom sali comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de poker contre Satan. Dans cette merde en chien traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule un camé, prends un cachet à chaque gamelle nouvelle. Un suicidé, évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libéra pour 49 203. Ah, pas si t'es sorti. Ça faisait des mois, j'ai remis du net ma casquette et mes blanches baskets. J'ai revers et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeux et négros. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas à moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire. Bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent. Et le maton Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête. Et le maton te J'ai guette. pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Oni, Fresnes, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zonzons. Parloir, courrier, tourné, c'est la merde, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette. Oui. Quand le maton te guette. Ben voilà, on a ici des planches à pain, des planches à viande, on a différents meubles qui sont fabriqués dans les ateliers. Beaucoup de bois, hein, beaucoup de choses en bois. Beaucoup de bois. Certains articles que vous avez fait vous. Oui, il y en a certains que j'ai fait, oui. Mais que vous faites plus, c'est-à-dire que vous avez eu une période de votre détention où vous étiez en atelier menuiserie. Pendant une année, oui. J'ai fabriqué des tables et des chaises. Et puis c'est plus agréable d'être dans un magasin que de travailler le bois. Disons, là au moins je rencontre des clients, je rencontre des gens avec qui on peut parler de choses, de toutes sortes de choses, de la vie, enfin voilà, voilà, c'est différent. Autre que les personnes détenues, en fait. Exactement, voilà, ouais, c'est plus mon monde là que le monde de la détention. Est-ce qu'on peut dire votre âge ? 63 ans. Donc vous avez 63 ans, vous avez eu une vie plutôt faste, bien remplie, et puis tout d'un coup... Oui, ma vie d'avant était différente de celle que j'ai vivais ici. J'étais dans l'immobilier, donc... Avec un bon salaire. Exactement, ouais. Des bonnes bouffes au restaurant. J'ai jamais travaillé autant pour si peu d'argent ici, on va dire. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Comment se sont passées les interactions avec les autres ? Ce qui était dur pour moi, c'est qu'au début, quand je suis arrivé, on me prenait pour un flic. Et puis je dis, mais non, mais je suis pas flic, qu'est-ce que tu racontes t'es là pourquoi ? J'ai dit, mais ça te regarde pas. Et puis, t'as quel âge ? J'ai dit, 60 ans. Alors t'es sûrement un pédophile. Alors après, il y a des rumeurs qui se lancent. Lui, il est là, lui, il est comme ci, il est comme ça. Bon, après, mais non, ils ont bien vu que c'était pas ça, mais il y a beaucoup de rumeurs qui se font dans les prisons, et puis qui sont dangereuses pour le détenu lui-même. Là, ici, c'est une règle. Quand on a plus de 60 ans, on est considéré comme des pervers. Donc je me mélange pas vraiment avec les gens, je discute pas trop, je suis dans mon coin. Vous dites dangereux parce qu'il y a de la violence quand même en prison ? Oui, il y en a, oui. Mais c'est mieux pas de rentrer dans ce jeu-là parce que, disons, après, c'est très pénalisant pour celui qui a provoqué la bagarre. Il peut faire du cachot, peut faire, voilà. Vous avez vécu ça, le cachot ? Oui, que je me suis évadé, j'ai fait 23 jours de cachot quand même.
Vous êtes évadé? Ouais, bon. Comme j'ai eu très peur pour ma vie, parce qu'on me menaçait de mort, j'ai vraiment flippé. J'ai perdu la tête. Je vais pas mourir ici. Et j'ai profité d'une occasion pour fuir. J'ai pas été très loin. Hein. On m'a vite rattrapé. On m'a, entre guillemets, condamné à 23 jours de cachot. Oui, parce qu'on peut pas rallonger la peine pour évasion. C'est pas pénal, hein, l'évasion. On a le droit de s'évader, en fait. Oui, c'est ça. C'est un seul droit qu'on a. Mais c'est quand même très pénalisant. D'ailleurs, on m'a dit, monsieur, si la prochaine fois on vous attrape, c'est bossu. Hein, on vous met là-bas. J'avoue que c'était une bêtise de ma part d'avoir fait cette tentative d'évasion. C'était pas du tout mon but, mais j'ai pas réfléchi. J'étais stupide de le faire parce que, en fait, c'est un malheureux concours de circonstances parce que, voilà, je m'encouble dans un trou de vache et je me foule la cheville, donc je pouvais absolument plus marcher. Alors je me suis arrêté net et puis ils sont venus me chercher. Mais voilà, j'ai payé. Donc vous l'avez payé avec le cachot. C'est quoi le cachot exactement? On est enfermé 24 heures sur 24, on sort pas. Enfin, on sort pour prendre la douche et à 1 heure de promenade. Sinon, on est enfermé 24 heures sur 24, sans télévision, sans rien, juste une toilette et puis un allume-cigare sur le mur. c'est tout. Puis il y a une fenêtre qui s'ouvre juste en un poste vers le bas. Et c'était une période d'été, donc il faisait vraiment très chaud dans ma cellule. Je changeais chaque fois mon lit de place parce que le soleil me tapait dessus. Mais j'étais bien. Pour moi, ça n'a pas été compliqué de vivre ces 23 jours parce que je me sentais en sécurité. C'était un reportage signé Bastien Confineau, un détenu qui trouve son compte dans le fait de passer du temps dans un cachot. Hans Wolf, comment réagit le médecin que vous êtes ? Disons, en entendant ça, moi, je suis très surpris à plusieurs égards. Disons, pas surpris par le récit, mais surpris par la longueur. J'ai entendu, il a dit qu'il était 23 jours au cachot. Le Conseil de l'Europe et aussi l'ONU, il y a des Mandela Rules qui limitent à 14 jours la durée maximale de cachot. Le canton de Vaud est un des rares cantons, toujours en Suisse, qui permet 30 jours, qui est totalement illégal par rapport aux droits humains internationaux. Et je pense que ça mérite d'être corrigé au plus vite. Le cachot est malheureusement trop souvent utilisé. C'est un peu la punition standard dans beaucoup de prisons. Et je rencontre régulièrement des personnes qui connaissent pas le vrai danger du cachot, parce que si on parle du cachot, il faut parler du risque suicidaire. Et puis, je pense la Suisse est sortie en comparaison internationale en Europe en 2024 à la 2e place en Europe. Ça a suscité pas mal d'intérêt. Il faut savoir que en 2024, il y a 996 morts par suicide dans la population générale en Suisse. Donc, ça fait 11 par 100 000, le taux, si on normalise à 100 000. En prison, en 2024, il y avait 16 suicides, morts par suicide, sur les 6 881 personnes détenues. Donc, ça fait un taux qui est 21 fois supérieur à la population externe, donc à 233 sur 100 000 si on normalise à 100 000. Donc, on a 21 fois plus de risque de mourir en prison de manière générale. Et ça, il faut vraiment considérer ce chiffre. C'est un immense risque que je connais presque pas en médecine. Et puis, en plus, le cachot, et ça on sait, il y a entre 10 et 15 fois augmente encore ce risque. Donc, au lieu d'un risque de 21 fois plus en prison, on parle maintenant d'un risque qui est au-delà de 200 fois, si on est au cachot, de risque de mourir par suicide. Et je pense que ce monsieur, il le décrit un peu à la légère, mais il décrit quand même qu'il est presque devenu fou. Et puis les personnes qui sont tout d'un coup au cachot, souvent dans une crise, laissées seules, et puis voilà, le risque, souvent par pendaison, arrive. Et je pense que ça, c'est un immense problème qui est pas assez considéré en Suisse. Et la deuxième chose, on voit trop souvent encore des mineurs qui sont mis dans les cachots. Ça devait être totalement proscrit. Là, le standard du Conseil de l'Europe et également de l'ONU est très clair. Les mineurs ne doivent pas être mis un seul jour au cachot. Cet homme nous parle aussi de sa très grande vulnérabilité face à la violence en prison. Qui sont les personnes les plus vulnérables que vous rencontrez, vous, en tant que médecin ?
Effectivement, les personnes qui sont, en tout cas même suspectées, il le dit très bien, qu'il y a des rumeurs tout d'un coup qu'une personne au-dessus de 60 ans est probablement un délinquant pour crime qui est mis en prison pour crime pédophile. Et même si ce rumeur existe, il va jamais disparaître totalement. Donc, la conséquence de ça, c'est que ces personnes s'isolent dans cellules et ça aggrave encore leur santé mentale. Et puis, de manière générale, les personnes qui sont les plus vulnérables en prison, c'est les personnes avec des troubles psychiatriques, mais également ceux dont on parle maintenant, qui ont des troubles de délinquance sexuelle, comme on dit. Il y a d'autres qui ont des comportements peut-être moins normaux. Il y a des personnes transsexuelles. Ça pose toujours un problème en prison où les placer dans l'unité homme, dans l'unité femme. Voilà. Mais je pense que la santé mentale est vraiment un des gros facteurs de vulnérabilité et en manque de place, notamment spécifiques où les traiter, ces personnes, notamment les personnes sous mesure. Ils sont trop souvent placés dans la prison normale. Qu'est-ce qu'on appelle une personne sous mesure? C'est une sanction, disons, c'est une mesure pénale, est une décision par le juge qui va incarcérer dans un milieu d'hôpital psychiatrique une personne qui peut pas être à l'extérieur, qui a besoin d'une structure fermée, type prison, mais dans un milieu thérapeutique. Et puisqu'il manque des places type Curabilis, un hôpital type psychiatrie forensique, à Genève, donc. Oui, mais Curabilis, c'est à Genève. Curabilis et Concordataire, c'est pour tous les cantons romans. Et ces places manquent cruellement. Donc, c'est le canton de Vaud, le canton de Fribourg, Neuchâtel, Tessin et Valais envoient les personnes à Genève. Ils ont des quotas réservés pour leur canton. Et puisqu'il n'y a pas assez de place, ces personnes vont après être dans les prisons. Et là, dans les prisons, c'est compliqué parce qu'on devrait les traiter. C'est des gens qui sont très souvent au cachot, justement, parce qu'ils ne respectent pas les règles. C'est des personnes qui se font des automutilations, qui se coupent sévèrement, qui risquent aussi d'agresser d'autres personnes parce qu'ils sont pas compensés sur le plan santé mentale. Donc c'est un vrai problème et nous avons actuellement un projet à Genève d'une unité pour une prise en charge individualisée pour les personnes notamment particulièrement vulnérables, pour les prendre en charge. J'espère bien que en fin de cette année, cette unité verra le jour. Julie de Dardel, pourquoi ce monde-là, ce monde carcéral, a-t-il tant de mal à se remettre en question ? Bon, parce que je pense d'une manière un peu plus philosophique, il y a des fonctions qui sont attribuées à la prison et qui ne figurent pas dans le code pénal. Il y a aussi une utilisation politique de ce qu'on appelle le populisme pénal. Ne pas se remettre en question, c'est également en partie mettre la faute de l'insécurité sociale aussi que les gens ils peuvent vivre face à des risques sociaux sur un peu des boucs émissaires qui sont un peu les maillons faibles de la chaîne, par exemple. Je pense aussi que c'est vrai que c'est difficile pour la chaîne pénale de se remettre en question parce qu'il y a des effets de silo. Tout le monde pense faire ce qu'il est censé faire dans la police, les contraventions, et c'est un peu la faute de personne et chacun est censé faire son travail. Donc là, à mon sens, les changements ils doivent provenir d'assez haut. C'est les gouvernements cantonaux, notamment la définition des lignes de la politique criminelle qui doit changer parce que cet état de fait, il dépend pas des exécutants en fait. Il dépend vraiment d'une réflexion un peu plus globale. Et ça demande de l'humilité et de l'envie d'avoir des solutions. Donc, dans notre projet de recherche, on se base beaucoup sur le cas de la Finlande qui a fait un choix il y a quelques décennies, celui d'écouter les scientifiques pour en fait essayer de répondre plus intelligemment à des grandes questions comme celle de la sécurité, plus autour d'un grand modèle de réinsertion et des politiques sociales. Donc, ils ont divisé par 4, même plus que 4, leur population carcérale. Ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on a des taux très bas. C'est le cas aussi d'autres pays nordiques. Et c'est tout à fait possible dans un pays comme la Suisse de devenir exemplaire en matière de détention au vu des conditions socio-économiques, du type de criminalité. Donc, il y aurait tout à fait la possibilité de résoudre ces problèmes et d'être fier d'un autre système. L'une des conclusions que vous tirez dans votre rapport, c'est que la justice condamne peut-être un peu trop. Donc l'un des clichés, ce serait de dire que le droit pénal est le même pour tous. Donc on est obligé d'appliquer le droit en tant qu'avocat, procureur, etc.
Oui, donc ça c'est une autre idée reçue ou un peu mythe qui circule, qu'il n'y a pas d'autre choix que d'appliquer le droit tel qu'il existe. En fait, les grandes disparités cantonales, puisque par exemple Genève incarcère à peu près 2 fois plus que le reste de la Suisse par rapport à sa population, montrent au contraire qu'il y a des applications différentes, notamment des sanctions qui peuvent être plus sévères, mais c'est moins celle des tribunaux pour les peines lourdes et graves que celle justement de ces petites peines jusqu'à 6 mois qui sont, je le rappelle, en Suisse depuis maintenant 2011, peuvent être infligées uniquement par les procureurs qui instruisent les affaires, mais qui sont aussi ceux qui font les condamnations. Et là, ça dépend beaucoup de la ligne du ministère public de poursuivre sur une ligne de répression des petits délits, par exemple, ou des délits de séjour ou pas. Donc effectivement, tous les maillons de la chaîne comptent, mais il y en a certains qui sont plus importants que d'autres pour aller vers le changement. Quelle réaction vous avez eue à la suite de cette publication au mois de juillet dernier ? Est-ce que vous avez été contacté par des politiques ? Est-ce que vous avez été réquisitionné pour travailler dans des groupes de travail quelconques ? Je ne sais pas. Oui, il y a eu beaucoup de réactions. Et ça me fait dire qu'un autre mythe, c'est celui de penser que en fait, la prison n'intéresse personne. Je pense qu'elle intéresse plus de gens que ce qu'on imagine. D'abord, elle intéresse les contribuables parce que, comme le disait Hans Wolf, la prison, ça coûte très cher et ça remplit mal les fonctions que la population pense qu'elle remplit. Donc, on ne peut pas indéfiniment augmenter les budgets de la politique carcérale, notamment au détriment de l'éducation, de l'école, de la prévention et d'autres postes, sans que la population commence à se dire qu'il aimerait bien avoir un retour sur investissement en matière de qualité de vie ou de sécurité. Il intéresse aussi quand même quelques gouvernants, mais là, il y a effectivement un autre Rösti-Graben en Suisse, c'est que mon étude, elle a particulièrement intéressé d'autres cantons, notamment Suisse alémanique. On a été invité comme équipe de recherche dans différents cantons, à Bâle, à Zurich, et c'est parfois un peu plus difficile d'obtenir l'oreille des principaux concernés, là où il y a le plus de surpopulation carcérale. Néanmoins, certains acteurs, notamment les acteurs parlementaires, s'intéressent et je vois qu'il y a aussi un besoin, une nécessité pour tout le monde d'avoir des chiffres, parce que Hans Wolf parlait tout à l'heure de transparence en matière d'accès, notamment des journalistes sur le terrain, mais il y a aussi un besoin de transparence qui concerne les chiffres, les statistiques, puisqu'ils sont aussi difficiles d'accès, notamment, pour l'instant, l'Office fédéral de la statistique ne donne pas les chiffres au niveau cantonaux, de la détention, ça empêche en fait des comparaisons qui pourraient permettre d'avoir des bilans et aussi des politiques intelligentes à ce sujet, et je pense que donc le manque de transparence, c'est les journalistes, mais c'est aussi les chercheurs et les chercheuses qui ont besoin de pouvoir faire aussi des études avec un accès plus transparent. Hans Wolf, tout à l'heure, Julie de Dardel nous parlait du modèle de la Finlande. Vous, quels sont le modèle qui vous inspire le plus ? Très clairement, la Norvège. Il y a d'autres pays qui font très bien, par exemple l'Espagne, qui assure ce que le Conseil de l'Europe a mis comme standard, y compris pour la détention préventive. 8 heures en dehors de la cellule chaque jour, pour chaque détenu. Là, l'Espagne se réalise ça. En Hollande, ils ont notamment pour des prisons avec population vulnérable, vraiment des concepts dans chaque prison, et c'est vraiment fait de manière excellente. Ils sont aussi capables de changer leur mode de fonctionnement. Par exemple, j'avais vu une prison en Hollande qui avait énormément de déchets de repas parce que c'était des préfabriqués. Chaque détenu avait une sorte de congélateur dans sa cellule et ça devait être chauffé par micro-ondes. Et 90% de tout ça partait à la poubelle. Ils ont dit, on va faire un pilote, on va faire une prison, on va construire une cuisine dedans. Les détenus, de manière communautaire, achètent leur nourriture. Il y a un agent, un seul, pour 30 personnes qui les a accompagnés. Il y avait la cuisine avec couteau, etc. Il n'y avait jamais un incident et les déchets ont quasiment disparu. Et ça crée beaucoup de dynamique et de valorisation des différentes personnes qui sont dans cette communauté de détention. Mais le pays de loin qui m'inspire le plus, et on parle là de la réhabilitation, c'est la Norvège. Il faut savoir que dans les années 90, la Norvège partait de très loin. Il y avait des meurtres à l'intérieur des prisons. Il y avait 2 agents pénitentiaires qui ont été assassinés. Et puis là, le gouvernement a dit stop, on va faire vraiment une réforme. Cette réforme est maintenant aboutie
elle a été maintenue à travers les différents gouvernements et c'est toujours le Premier ministre, évidemment ministre de Justice, qui est en charge. Et j'ai vu des prisons qui sont juste magnifiques avec des agents de détention qui ont un niveau de formation, d'implication, qui se déclarent eux-mêmes comme un assistant social, bien sûr avec des outils ou des tâches sécuritaires. Par contre, ils sont des mentors, ils voient chaque détenu chaque semaine, 1 heure minimum, comment s'est passée la semaine, quel est le projet de réhabilitation après, quel était le contact avec la famille, etc., etc. Et là, il y a une vraie plus-value pour la société parce que les personnes qui rentrent, qui sont condamnées, qui ont leur peine, au moment qu'ils mettent les pieds en prison, ils sont pris en charge, formés, ils acquièrent des compétences et il y a un projet de réinsertion. Et le taux de récidive, après 5 ans après libération, après incarcération, a été divisé par 2. Donc là aussi, à long terme, on économise énormément de moyens et on fait quelque chose qui fait sens au niveau sociétal, au niveau de l'individu. Et puis je pense que ça, c'est des exemples à suivre. Et je pense que la Suisse, avec les 26 systèmes différents, serait un laboratoire fantastique pour s'inspirer les uns des autres des bonnes pratiques. Et il y en a beaucoup, mais malheureusement, ça se fait pas assez. Gilles Dardel, vous avez le mot de la fin. Oui, j'aimerais ajouter que le type de modèle qu'évoque Hans Wolf, ils ne sont possibles que dans des conditions de décroissance carcérale. On ne peut pas faire mieux sans faire moins. En fait, la prison, elle doit se recentrer sur là où elle est nécessaire, mais en tout cas pas sur en fait une population détenue qui est beaucoup trop grande et où ce type de mesure est absolument impossible à appliquer. Donc, la bonne volonté, elle commence aussi par redéfinir le périmètre de qui est enfermé et à cette seule condition, en fait, des mesures rationnelles et efficaces peuvent être mises en place. Et puis détruire peut-être nos propres idées reçues. Notamment, vous parliez de culture carcérale, c'est vrai qu'on a le sentiment. Et même les détenus, dans les 2 témoignages qu'on a entendus, semblent avoir intégré l'idée de la nécessité de la prison. Qu'il faut passer par là pour être meilleur quelque part. Et ça, c'est une idée qui existe depuis la création de la prison moderne au XVIIIe siècle. Absolument. La prison censée transformer l'homme. Ouais. C'est aussi l'utopie, effectivement, poursuivie et jamais atteinte par la prison depuis sa création, comme le montre bien la littérature. Elle peut effectivement entrer jusque dans l'esprit des détenus, mais toutes les études montrent que, en général, par exemple, une peine carcérale entraîne plus de récidives qu'une sanction non carcérale, sans parler du fait qu'il y a encore beaucoup d'autres mesures qui ne sont pas celles du système pénal, qui peuvent améliorer, en fait, notamment les conditions de sécurité de la société de façon beaucoup plus efficace que le système pénal lui-même. À méditer. Merci beaucoup. Voici Asha avec Jailer. No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Die too. Life is beautiful. Don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him eat 3,000 be the first to cast a stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. You suppress all my strategies. You oppress every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer.
Julie de Dardel et Hans Wolf, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Julie de Dardel, vous êtes professeure assistante département de géographie et environnement de l'Université de Genève, directrice du laboratoire roman sur la décroissance carcérale. Hans Wolf, vous êtes médecin-chef du service de médecine pénitentiaire au HUG, président des médecins pénitentiaires suisses, ancien représentant de la Suisse au Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe. Merci et belle suite de dimanche. Merci. Merci. Merci également à Bastien Confineau pour les reportages, à Jean-Daniel Motet pour la réalisation, à Caroline Aurel, Nathalie Schauenberg, Stéphanie Jovanovic, Christine Wirtz, Quentin Kelvenec et Samuel Morier-Genoux. La semaine prochaine, Vacarme s'intéresse à la mort au travail et se rend sur les chantiers. Chutes, effondrement d'échafaudages, écrasement par des charges. Les décès touchent principalement des personnes jeunes en situation très précaire et peu formées. Comment protéger au mieux ceux qui construisent nos maisons, nos routes, nos ponts et ce par tous les temps? Qui est désigné responsable lorsqu'un drame survient? Quelles réparations peuvent espérer les familles en deuil? Chantier, pourquoi tant de morts? Une série de Manon Germont à découvrir demain 13h sur RTS Première ou tout à l'heure en primeur sur le Play RTS. Les échos de Vacarme.